Vous saviez qu'à la base, ce film aurait dû être réalisé par Christopher Nolan. Vu que tout le monde parle de l'Odyssée, moi y compris, beaucoup, j'avoue, surtout sur TikTok et Instagram, j'avais envie de me replonger dans un film de mon enfance. Voilà, c'est un film de 2004 quand même, moi je suis en 97, donc c'est vraiment un film fondateur de ma cinéphilie, il faut dire les choses. J'avais envie de redécouvrir ce film 3 que j'aimais beaucoup à l'époque, qui est vraiment devenu un film un peu iconique dans ma tête, mais avec les années, plus je pensais au film, plus j'avais du mal. Je voulais lui donner une nouvelle chance. Voilà, c'est vraiment un film sur la mythologie homérique, un grand film de 3h16, mine de rien. J'ai vu la version longue, pour le coup, la Director's Cut, qui rajoute une demi-heure de film. Donc je voulais vraiment me replonger dans le film, en parler avec vous. Et évidemment, je vais spoiler. Après, c'est 3, c'est l'Iliade. Normalement, vous connaissez. Mais pour ceux qui n'ont pas vu le film, qui veulent le découvrir, allez le voir. Et ensuite, on va en parler ici en détail. Mais oui, à la base, c'est Christopher Nolan qui devait le réaliser. Et au final, il a réalisé Batman Begins. Et c'est devenu ce que c'est devenu. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5/5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description et le commentaire épinglé un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Italie, Suisse, Belgique. Vous allez avoir la VSTFR et même la VF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez déjà le film 28 ans plus tard, Le Temple des Morts. Sur Disney+, vous avez Avatar 3 ou Jumpers. Sur Amazon Prime Video, vous avez déjà Projet Dernière Chance. Et sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO. Si vous avez un compte via Canal, connectez-vous avec ce compte sur Max. Vous allez avoir Marty Suprême, Hurlevent ou encore La Momie. Et oui, CyberGhost propose des serveurs dédiés pour les plateformes de streaming. Pour les gros consommateurs de YouTube comme moi, vous allez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Connectez-vous à un pays de l'Union Européenne comme la Roumanie, la Bulgarie, chose que je vous conseille. Ça va marcher. Il y a plein de tutos en ligne qui vous disent comment faire et ça fonctionne sur d'autres abonnements aussi comme Letterboxd, Patron. Et en plus de ça, vous le savez, mais il y a certains sites internet qui vous embêtent aujourd'hui, vous demandent votre carte d'identité et vous avez juste envie de vous Christopher Nolan en paix. Avec un VPN, c'est possible. En plus, quand vous regardez certains films d'une manière un peu spéciale, clin d'œil, en tant que cinéphile, vous avez envie d'être en sécurité et c'est pour ça qu'il faut l'utiliser. Vous pouvez partager un compte avec cette personne. Au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés. C'est super sans utilisation. Vraiment, tout le monde peut le faire sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même quand vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours. Vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description, le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN. Bénéficiez de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Le début du film est pour moi assez intéressant pour deux raisons. Ça te met dans la guerre directement avec cette carte. Musique de guerre antique, grande marche militaire métallique, mais surtout c'est une carte historique de l'époque. L'objectif du film, il est clair et précis dès le début. Ce n'est pas de la mythologie. C'est un drame historique avec ce texte qui te l'explique. C'était il y a 3200 ans. Vraiment, c'est une volonté d'être réaliste, de faire penser aux spectateurs que c'est vrai. C'est la mode Gladiator. Vous savez, c'est néo-péplum né de cette œuvre. D'ailleurs, l'une des premières phrases du film est « Écho dans l'éternité ». C'est clairement pareil pour Gladiator, même musique que Gladiator. Dans la version de base d'ailleurs du film, parce que dans la version Director's Cut et la version de base, c'est des musiques différentes. Dans la version de base, c'est une chorale de femmes qui fait encore plus penser à l'œuvre de Ridley Scott. Et c'est pas anodin, car il joue vraiment sur la limite entre les personnages humains et divins. Dans l'Iliade, dans l'Odyssée, il y a énormément de dieux. Là, il garde un peu le côté prophétique, vraiment à toute l'œuvre, mais ancré dans un réalisme, de manière non ironique, assez nolanien. En tout cas, ce que nous, on a vécu avec Nolan ces 20 dernières années. Et justement, je trouve que le film, il a du mal à se retrouver dans ce qu'il raconte. On a ce plan sur le chien errant qui cherche à manger, et on voit la désolation de la guerre, les morts, la maladie. D'ailleurs, c'est le chien qui, à la fin, de manière sous-entendue, contamine les soldats avec la peste, mais c'est justement cette opposition thématique que je trouve assez mal exploitée. Le début du film t'explique que la guerre, c'est mal, c'est horrible, l'armée grecque est décimée pendant un long moment, mais pas trop non plus, tu sais pas trop, et c'est marrant parce qu'en fait, il parle jamais de la durée du siège de Troie. C'est pas un siège dans le film en réalité, c'est quelques batailles, et puis basta, le cheval, on passe à autre chose. Donc pour moi, il y a une confrontation assez ratée entre regarder les horreurs de la guerre, regarder au fait, on a passé du temps ici, mais pas trop, on n'a pas vraiment de temporalité bien définie, regarder les carcasses, la maladie, les morts, et le manque de durée, on ne sait pas vraiment ce qui se passe, quoi. Et on ne sait pas pendant combien de temps. Donc ça, il y a un vrai problème d'impact, je trouve. Et en même temps, stylistiquement, moi, il y a des choses que j'aime bien. Je veux dire, le plan séquence à hauteur du chien qui le suit, qui nous montre ses horreurs, justement, ça fonctionne. Mais ça va à l'opposé même
du style du film, qui est vraiment la volonté épique, glorieuse, et ce fameux aura farming constant de l'œuvre. C'est un problème qui revient à tout le film. C'est la volonté de faire quelque chose de sérieux, profond, vraiment limite d'auteur sur la guerre, et en même temps d'avoir les scènes les plus stylées possibles, inimaginables. Et ça, c'est un truc qui est dans la version longue, surtout dans la version courte, il n'y a pas ces scènes sur la guerre, beaucoup moins. En tout cas, la scène du chien, par exemple, elle n'y est pas. Donc la version longue, c'est vrai qu'elle a quand même une sorte de confrontation idéologique par rapport au film, qui à la fois est méga badass, méga stylé, et genre la guerre c'est trop cool, mais vraiment c'est montré tel quel, et en même temps, putain, regardez, la guerre c'est pas bien, mais vu que c'est jamais vraiment assumé, malheureusement, ça fait souffrir le film. Et je trouve que l'échelle du film, on ressent que c'est des grandes armées, des grandes batailles, beaucoup de figurants. J'ai parfois du mal avec le CGI, je trouve qu'il y a des vrais problèmes, on ressent le fake à énormément de moments, mais je reste respectueux du travail de l'équipe de CGI et de Wolfgang Peterson, le réalisateur, qui a quand même réussi à créer un truc assez grand. Oui, ça fait faux, genre beaucoup plus faux que Le Seigneur des Anneaux, qui est sorti 1 an avant, enfin, le Retour du Roi, évidemment. C'est parfois réussi, c'est parfois inégal, c'est parfois vraiment un truc qui te sort de l'œuvre, je trouve, mais l'ambition est présente d'en faire un gros néo-péplum, épique, grandiose. On va parler progressivement des décors et ce genre de choses et de la mise en scène, mais au moins je respecte cette volonté d'utiliser vraiment la mise en scène et la technologie imparfaite de l'époque, parce que quand même, on sort du Seigneur des Anneaux, on sort de la menace fantôme, on ressort de l'attaque des clones, c'est quand même une époque où les CGI, ça commençait à donner quelque chose, mais ça restait un peu brut. Ça restait un peu compliqué. Donc là, vraiment, on prend les CGI, ils font un truc vraiment énorme et ils essayent d'être le plus généreux possible. Et ça, en vrai, je respecte. Je suis pas toujours très fan. Je trouve que parfois, c'est complètement raté. Parfois, ça fait trop faux et ça te sort de l'œuvre. Mais au moins, ils essayent et ils ont envie d'être épiques, quoi. Vraiment, c'est le terme. Par contre, c'est marrant parce que ça fait penser un peu au débat qui est sur l'Odyssée en ce moment. Vous savez, tous les rageux qui disent que ça aurait dû être tourné en Grèce avec des acteurs grecs et tout. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que Nolan, il a tourné dans 6 pays d'Europe, il a tourné en Grèce, en Italie, il a tourné au Maroc aussi, c'est vrai, il a tourné en Écosse, en Islande, il était un peu partout. Et là, avec 3, ce qui est encore plus drôle, c'est que on dirait la Grèce, je trouve qu'ils font un bon travail, l'eau turquoise, voilà, la géographie entre le désertique et la verdure et tout, mais c'est tourné au Mexique. Donc pour le coup, c'est au Mexique, mais c'est pour la Grèce. Et on s'en fout, en réalité. Moi, je m'en fous. Si Nolan il aurait tourné son film au Mexique pour la Grèce, j'en aurais eu rien à faire, honnêtement. Là, c'est tourné au Mexique et ça rend bien. Je trouve que les vrais décors, ils rendent bien. Il y en a beaucoup, ils sont allés sur place, ils ont vraiment fait beaucoup de choses qui sont pas dans des studios. Et ça, c'est vraiment cool, quoi. On se fout de là où ils ont fait les choses pour de vrai. Ce qui compte, c'est le résultat final dans le film. Et je trouve que pour le coup, ça, bah ouais, ils ont le budget, ils sont allés filmer, ils ont trouvé des lieux intéressants de tournage, ils ont tenté des choses, et ça donne cette impression d'être en Grèce antique, et ça ressort plutôt bien. Le gros souci, pour moi, du film, c'est qu'il est obsédé par le gigantisme. C'est que justement, il y a des gros trucs CGI, des décors et tout, plein de choses, mais ils oublient un peu l'intime. Et encore une fois, si on compare un peu à l'Odyssée, l'Odyssée, c'est gigantesque aussi, hein. C'est le plus grand film depuis Titanic, d'après moi, en termes d'échelle, voilà, d'envergure et tout. Mais c'est aussi très intime. Là, franchement, c'est un film qui oublie d'être intime et qui est vraiment concentré sur beaucoup des scènes d'action parce que l'intimité, pour moi, elle est vraiment ratée. Là, le focus, c'est grand spectacle, guerre, décors, effets spéciaux et le reste, malheureusement, est un peu passé à la trappe, surtout avec le scénario. Mais pas que le scénario, c'est aussi évidemment pour moi le jeu d'acteur. C'est pour moi une catastrophe, honnêtement, le jeu d'acteur. Il y a pas mal d'acteurs que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'aime beaucoup, je dirais, tous les acteurs du film. Mais Brian Cox, en Agamemnon, j'adore cet acteur. Pour moi, il est excellent, il est incroyable. Là, c'est pas possible. Je vous jure, j'ai trouvé infâme tout le long. Je trouve qu'il est en surjeu total, il est ridicule, il se fout du rôle. Ça se voit qu'il est venu avec son ambition théâtrale de faire de l'argent. Et c'est dommage de voir un mec aussi talentueux n'avoir rien à foutre de ce rôle. Il a dû lire le scénario et détester, quoi. Enfin, je sais pas, faudrait que je me renseigne sur ça. Mais franchement, il en fait tellement des caisses. Il est tellement... franchement, il me sort du film à chaque fois. Je fais, c'est pas possible. Putain, t'as un acteur comme ça... et tu lui donnes un rôle aussi mal écrit, aussi caricatural, c'est pour moi l'un des pires personnages de loin. Il explique tout ce qu'il veut faire et tout ce qu'il fait à voix haute. Genre le truc classique, c'est la popularité d'Achille. On le voit comme plus fort et marquant que le lâche Agamemnon. Genre Agamemnon, il se bat jamais dans le film en réalité, sauf à la toute fin. Mais c'est voilà, quelqu'un qui a l'armée de son côté, mais parce que c'est le roi, pas parce qu'il est populaire. Et justement, il dit ça à haute voix tout le temps. Il dit qu'Achille pouvait le remplacer, il dit qu'Achille est plus populaire, il fait ça tout le temps. Et dès la mort du cousin d'Achille, Patrocle, il fait exactement le même commentaire. Il dit un truc en mode « on va gagner la guerre grâce à ça ». Alors que le plan aurait suffi pour qu'on comprenne, quoi. C'est vraiment un film qui est surexplicatif, mais genre vraiment beaucoup, beaucoup. On a compris qu'il est mégalo,
fou, insupportable. Il le dit non-stop. Lui-même le dit tout le temps, quoi. Il a tout fait pour l'ego et utilise évidemment l'excuse d'Hélène pour sa conquête. Mais je trouve que c'est tellement mal joué de une et c'est tellement un personnage nul parce qu'il dit tout le temps et il n'y a pas d'ampleur, c'est trop manichéen, il n'y a rien de complexe. Pourtant, Agamemnon, c'est un personnage qui est fascinant en soi. Là, c'est juste une caricature, comme beaucoup d'ailleurs des personnages du film. Pour moi, c'est toute cette petite phrase en mode « la politique gâche tout », qui restera dans l'histoire. D'ailleurs, c'est la thématique du film, hein. C'est vraiment raconter cette histoire pour l'éternité. Et les personnages sont conscients qu'ils vont être dans l'histoire pour toujours, et ils font tout pour être dans l'histoire pour toujours. C'est très particulier, et c'est d'une lourdeur. Et encore, Agamemnon, allez, vas-y, c'est l'antagoniste, mais il y a pire. Paris et Hélène, c'est le gros problème du film. Ce sont pas des personnages, ces gens-là. C'est l'exposition constante jusqu'à la fin. Je vous jure, revoyez le film, et trouvez-moi un moment où les personnages se parlent comme des personnages. Trouvez-moi un moment sincère entre eux. Genre, le gros coupable de ce film, c'est Paris. Orlando Bloom, catastrophique. Pour le coup, et encore une fois, c'est jamais la faute des acteurs, hein, c'est la faute du réalisateur, la direction d'acteurs. Mais c'est une catastrophe ambulante, quoi. Il a aucune bonne scène. C'est pas sa faute, mais voilà, franchement, il n'y a aucun moment où le mec peut briller. Il y a que des enchaînements nuls avec le même visage, sans expression. Le seul moment un peu expressif, c'est sa lâcheté face à Ménélas. C'est le moment où il perd le combat, il va se réfugier entre les jambes d'Hector, mais c'est tout, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, Hector, c'est l'opposé même. Là où ce personnage Orlando Bloom, Paris, n'a pas d'honneur, il est obsédé par l'amour, il est incapable, ça aurait pu être bien joué. Pour le coup, ça, Hector, c'est vraiment l'opposé même du fils qui a tout réussi, quoi. Mais le pire, et vous m'excuserez ma misogynie, hein, c'est Hélène de Troie. C'est pas possible, quoi. Hélène de Troie, franchement, la première scène, on la voit à poil et elle fait rien. Vraiment, c'est ça. Pas de personnalité, pas d'amour entre les deux, pas d'alchimie, les relations entre personnages, surtout avec elle, c'est le néant. Ils vont à la guerre pour leur couple, mais t'y crois pas du tout, quoi. Moi, j'aurais bien aimé avoir un film où j'ai envie de sauver ce couple. J'ai envie de me dire, vas-y, on va à la guerre pour sauver un amour éternel et beau et incroyable. Il y a rien du tout entre eux, quoi. C'est une catastrophe. L'actrice, franchement, je l'aime bien d'habitude, mais là, elle n'a rien à faire dans le film, quoi. Elle a aucune réplique, limite. C'est un faire-valoir pour les hommes, tu vois. Mais au moins, donne une sorte de relation amoureuse, on a envie d'y croire. Il y a des vibes, franchement, même Padmé Anakin, c'est mieux pour vous dire. Et Dieu sait que je déteste la prélogie, quoi. Donc franchement, c'est ça qui est dommage, c'est que t'aurais dû être du côté des Troyens tout le film pour l'amour. T'es quand même du côté des Troyens, parce que franchement, ils sont moralement plus bons, quoi. On en parlera après. Mais elle, c'est une catastrophe. Et eux deux, là, c'est une catastrophe, quoi. Donc j'ai vraiment détesté. Je l'ai revu tellement à la baisse, ce couple. Il n'y a rien, ils n'ont aucune belle scène entre eux. Il n'y a pas un moment de bonheur, je sais pas quoi. C'est une catastrophe de A à Z. Je vais me faire des ennemis, hein, mais pour moi, c'est juste pas possible comment ils ont géré ça. Et c'est frustrant parce qu'en fait, c'est un film qui a de beaux gros décors à Sparte, par exemple. Des plans séquences avec des courtisanes. Et c'est intéressant parce qu'en fait, les Grecs, c'est genre des barbares qui trompent face à l'amour parfait de Paris et de Hélène. Face à l'amour parfait de Hector et sa femme. On ressent jamais l'amour dans le film, en tout cas ils sont montrés comme des mecs qui trompent, qui sont violents et tout. Et je me demande s'il n'y a pas un côté genre post-film 11 septembre dans cette œuvre, en mode regardez les barbares au loin qui nous envahissent, pendant que nous Troyens, on a une morale, on est fidèles, on est bons, on se bat pour l'amour, on se bat pour Troie. Je pense qu'il y a une vibe un peu 11 septembre vraiment assez évidente. Les gentils fidèles face aux barbares qui trompent, voilà, avec la manière dont ils agissent à Sparte. Pourtant, techniquement, en fait, il y a des trucs vraiment cool. C'est dommage parce qu'en fait, entre la mise en scène de manière générale, avec les trucs, les plans séquences, les gros décors, l'inspiration David Lean, qui est évidente, Monsieur Laurence d'Arabie, quoi, ça aurait pu marcher. Et franchement, quand tu vois ce qu'ils ont construit, ce qu'ils ont fait, c'est dommage de ne pas avoir épousé quelque chose de plus intéressant dans la mise en scène. Surtout que les acteurs, dans ces beaux décors, ils suivent pas du tout, quoi. Il n'y a aucun acteur qui suit, quoi. Ça, mon problème. Ils n'arrivent pas à lier un beau travail technique et artistique. Dans le bateau, quand on révèle Hélène, vide absolu, quoi. Franchement, tu ressens rien du tout. Tout est mou, mais vraiment tout est mou. Il y a rien du tout, quoi. Il y a pas la caméra qui a un mouvement intéressant, il y a pas une réaction intéressante d'Hélène. Donc l'acting, il sauve pas le truc, la mise en scène sauve pas le truc. Pourtant, le côté classique, moi ça me dérange pas. Moi j'aime bien les grands films classiques, genre David Lean, il fait du cinéma hyper classique, mais c'est quand même très très bien, quoi. Là, tout est mou, et même la musique. La musique, alors encore une fois, il y a deux bandes son. Il y a la bande son de la Director's Cut et t'as la bande son de James Horner de la version classique. Bon, il y a des moments où c'est les mêmes, hein, mais il y a là, pour le coup, la musique de James Horner, j'ai trouvé qu'elle était tellement banale, quoi. C'est un compositeur qui est génial, qui était malheureusement, qui est vraiment remplaçable ici.
Et j'ai comparé les deux versions, hein. Je me suis rematé les deux scènes à chaque fois, parce que je dirais qu'il y a une trentaine de minutes où les musiques sont un peu différentes. J'ai comparé les deux, et dans les deux cas, oui, la musique de James Horner est meilleure que la musique qu'ils ont dans la Director's Cut. Mais globalement, la musique, franchement, elle est tellement basique, t'as déjà entendu ça 20 fois dans plein de péplums, et ça sauve pas du tout le film de ces moments gris et laids, et parfois juste où il se passe rien, quoi. Mais ça m'énerve, hein, parce que tout le film, c'est des phrases sur sa beauté, mais il la laisse jamais parler, quoi. Jamais. Il n'y a pas eu une séquence intéressante avec elle. Pour moi, c'est risible et dommage. Mais c'est là qu'on arrive à Achille. Achille, c'est un personnage qui est assez raté pour moi aussi, car en fait, il est vendu comme plus grand que l'armée grecque, mais en opposition à celle-ci. Ça en fait quelqu'un d'assez peu aligné, voire presque mercenaire, opposé à Agamemnon et les Grecs, et veut se battre pour la gloire avant tout et vivre pour toujours. Encore une fois, c'est le sujet principal de l'œuvre. Mais en même temps, il est aussi montré en gueule de bois, parfait, avec plein de femmes. C'est un Don Juan, un petit peu quoi. Et je pense qu'il voulait vraiment le faire passer d'un mec qui trompait, entre guillemets, qui allait voir plein de meufs, tout ça, un mec un peu insolent, un mec sérieux, qui pense à l'amour, qui trouve une seule copine, alors que je crois que dans l'Iliade, c'est une esclave, la meuf du film, quoi. Bref, peu importe, mais en tout cas, voilà, ils font passer d'un mec qui s'en fout un peu de la vie, mis à part la guerre et tout, à un mec sérieux qui peut avoir une famille. Bon, c'est assez lourdingue, encore une fois, c'est des valeurs très américaines, je trouve, enfin, américaines dans le sens où c'est bien de fonder une famille, hein, mais la transition, elle est vraiment balourde, et c'est, je trouve, assez ringard de faire ça comme ça. Mais il y a plusieurs problèmes pour moi, c'est qu'il tombe jamais vraiment amoureux, on n'y croit pas du tout à sa relation avec Briseis, c'est le cliché de lui qui la sauve d'un viol. Bon, ça c'est un peu lourdingue aussi, ça fait très années 2000 pour le coup, mais ils ont jamais vraiment de beaux moments d'amour, car tout est vide, et pourtant c'est la meilleure relation du film, je trouve. Ils se parlent pas comme des humains, encore une fois, ils se parlent toujours de l'exposition, ils parlent vraiment de ce qui se passe plus qu'autre chose, il n'y a pas de moment fort dans l'œuvre. Pourtant le but du film, c'est quand même de le rapprocher de Hector et de Paris. C'est qu'en fait, ils comprennent lui aussi que l'amour est plus important que la guerre, et la guerre surtout d'ego d'Agamemnon. Sauf que la relation elle est tellement creuse que ça marche pas. Donc déjà, toutes les femmes du film, pour moi, elles sont complètement ratées. C'est que pour les hommes. Et dès qu'elles parlent, c'est pour raconter l'histoire du film. Donc c'est inintéressant. Mais ça reste quand même la meilleure relation homme-femme du film. Ils ont quelques moments intéressants. Ils parlent de la jalousie des dieux envers les humains. Et ça veut dire beaucoup de choses sur les personnages. Mais c'est une scène, quoi. Donc c'est dommage parce que c'est cool comme concept, la fragilité de la vie, qui rend la vie intéressante et importante. Et de l'autre côté, Achille, bah, c'est quand même un exemple de masculinité. Je trouve qu'il est un peu trop souvent à poil, mais c'est un peu bizarre parce qu'il dégage rien à poil, je trouve. D'ailleurs, il y a des meufs à poil tout le temps, il y a Achille tout le temps à poil et tout. Les gars, ils sont souvent torse nu. C'est un film qui a pas mal de nudité, mais qui a zéro érotisme. Donc c'est très particulier, tout semble fake, genre pour les magazines, pour vraiment les adolescents qui refusent d'assumer un peu le sexe. C'est à poil pour le male gaze, donc que ce soit pour les femmes ou les hommes d'ailleurs, parce que voilà, Brad Pitt, il est là... Bon, il est joli pour les femmes aussi, mais c'est un exemple masculin que les gens, les hommes, aimeraient devenir, quoi. Tout le monde veut être Achille. Et la scène de sexe qu'il y a avec son esclave, du coup, en théorie, elle est ridicule, quoi. Franchement, tu ressens rien du tout, c'est juste un peu vite fait érotique, ils essayent, mais tu ressens rien du tout. Il y a rien, il n'y a pas la sueur, il n'y a pas des plans intéressants, ils ne tentent rien de réussi. Ils auraient dû assumer le côté peut-être torride, passionnel. Là, c'est juste gênant, ça fait cahier des charges. Et le côté insolent, on le voit, tu sais, comme un stratège, tout le film malin, indépendant, qui dirige son armée tout seul, quoi. Franchement, c'est lui qui dirige en réalité la Grèce antique, s'il le veut. C'est un mec calme, rationnel, en théorie, dont l'objectif est de rentrer dans l'histoire, mais dès que son cousin meurt, c'est pas possible. Franchement, le changement de personnalité... Alors oui, il était attaché à son cousin, évidemment, il le protège tout le film, c'est son disciple, ils ont une scène ensemble au début où il lui transmet justement ses compétences et ses valeurs. Et il y a tout un délire sur la transmission dans le film par rapport à Troie qui doit survivre, même s'il n'y aura plus Troie à la fin. Mais il se sent aussi coupable de l'avoir laissé se battre, même s'il ne savait pas réellement, donc il ne devrait pas se sentir coupable, mais il avait quand même la responsabilité. Mais dès qu'il meurt, il pète un câble. On voit une nouvelle facette d'Achille, ce qui est vraiment dans l'Iliade pour le coup, hein. Dans l'Iliade, Achille, il pète souvent un câble, mais c'est pas que à la fin, quand Patrocle meurt. C'est vraiment, dès le début, Achille, il a un tempérament. Achille, c'est quelqu'un qui a des vrais soucis. Mais là, on le voit jamais avoir des soucis de tempérament, c'est juste là, d'un coup, il pète un câble, il veut se venger. Ce qui aurait pu être plus intéressant s'il build up un peu vers ça, s'ils avaient vraiment un truc, un acheminement vers ces émotions un peu négatives. Et ça, c'est un truc qui aurait pu être teasé. Franchement, ça aurait pu être vraiment fascinant de voir sa personnalité évoluer. Tu le vois comme vraiment cet héros modèle, un peu comme un Anakin, tu vois, si on veut comparer à la menace fantôme encore ou à l'attaque des clones, où d'un coup c'est genre le modèle parfait et on le voit être de plus en plus exécrable avec les gens parce que de base les protagonistes c'est Hector, voilà, c'est trois qui sont les bons, et en même temps c'est Achille qui est dans un endroit où il est avec les méchants,
mais lui il est bon. Donc il aurait dû un peu vriller et qu'on pense en tant que spectateur qu'il va vraiment rejoindre les méchants pour de bon. Mais c'est jamais vraiment assumé, et ça on le voit avec les discussions avec Priam. C'est ridicule, enfin pour moi c'est une scène qui va pas du tout quoi. D'un coup il tue Hector, après s'est énervé et veut se venger, Priam vient le voir, et il redevient un homme honorable, qui pense aux autres. Après moi il y a Peter O'Toole qui vient me voir, il me fait un speech, moi aussi je change de personnalité. Hein. Mais là c'est un film, en fait il faut un peu respecter les codes du cinéma, on fait un truc plus intéressant. Mais justement il devient un homme honorable, il va respecter lui les codes de la guerre, et c'est vraiment le bordel en termes d'écriture. Ça va dans tous les sens et je trouve que c'est un personnage qui est vraiment raté quoi. Et le gros problème, là je vais me faire des ennemis encore, c'est Brad Pitt. Il est nul. Brad Pitt, oui il est beau, oui il est charismatique, il dégage un truc lorsqu'il dit rien, genre vraiment quand il est dans l'action il dégage un truc, il a une physicalité de danseuse que j'aime bien, presque féminine, jamais vraiment assumée, ce qui est dommage. En fait il faut garder le modèle masculin par excellence, mais Achille, il s'est quand même déguisé en femme dans l'Iliade, il y a plein de séquences comme ça où il tente un peu de jouer sur sa féminité, mais il assume jamais vraiment, c'est le seul qui danse un peu. Bon, je dis pas que danser c'est féminin, mais dans l'esprit collectif, surtout dans les films de l'époque, il y a un truc un peu aux connotations féminines. Il s'habille tout avec des crop tops et tout, tu vois. C'est un mec, il a une vibe un peu féminine en théorie, mais ils assument pas son côté. Limite, fallait jouer un peu, peut-être un côté un peu plus androgyne, un truc comme ça. Bref, c'est jamais assumé, c'est un film américain de l'époque, avant tout. Donc c'est un peu dommage parce qu'il est souple, il est léger, en même temps il est fort, il y a plein de trucs comme ça. Mais dès que c'est des dialogues, des moments émotions, intimes, il est nul. Enfin, je trouve vraiment nul dans le film, ça va pas du tout quoi. J'avais oublié à quel point il était nul parce que moi je me rappelais du Achille qui était charismatique lors des combats. Mais en dehors des combats, c'est compliqué hein. Franchement, dès qu'il interagit avec quelqu'un, c'est très très dur. D'ailleurs, c'est super intéressant de le voir avec sa mère dans l'eau, parce qu'évidemment, dans le mythe, il est trempé dans l'eau, sauf par sa cheville, du coup, bah, le tendon d'Achille, tout ça. Ils ont gardé l'histoire de la prophétie un petit peu. Mais c'est ça qui m'énerve aussi dans le film, c'est qu'ils assument pas. Ou tu mets un peu des dieux comme dans le Nolan. Nolan, ils assument qu'il y a un peu des dieux. Il n'y en a pas vraiment, mais il y en a un peu. Il y a des références à des dieux tout le temps. Là, il y a des références à des dieux, mais c'est moins que dans le Nolan. Donc c'est encore plus réaliste que le Nolan, mais ils en parlent et ils sous-entendent quand même que Achille est un dieu immortel. Mais ils assument jamais vraiment ce côté, et c'est dommage. Le seul moment où ils assument, c'est sa mort nulle. Évidemment, sa mort, elle est trop nulle, Achille, dans le film. Le quiproquo un peu ringard. De toute façon, les morts de quiproquo, c'est toujours nul. Mais il expire une sorte de souffle un peu divin, comme si la divinité quittait son corps. Mais sinon, en termes de divinité, le film, c'est ça, quoi. C'est vite fait sous-entendu que c'est un dieu, mais il meurt au final. Donc, dans tous les cas, ça change pas grand-chose. Mais après, bon, en fait, il est apprécié dans le film parce qu'il est mémorable grâce à la séquence du début, où il va tuer ce géant avec un petit move sur le côté, un coup fatal, un coup, voilà. Laura Farming, c'est ce qu'on dit à chaque fois, hein. Mais ça en fait pas un bon personnage. C'est pas parce qu'il est stylé dans 2 scènes ou 3 dans le film que ça en fait un bon personnage. Oui, il aura farm, comme dit la jeunesse. Oui, il est charismatique. Oui, il est cool dans l'action. Mais en fait, ça, c'est un travail de cascadeur aussi. Moi, je veux aussi un travail d'acteur. Et dans les scènes d'acting, c'est très très dur. Hein. Mais il y a des idées cool par rapport à la mise en scène. Moi, j'aime bien que l'un des seuls navires qu'on voit lors du débarquement à Troie soit le navire d'Achille. Les autres, ils sont quasiment tous faits en CGI. Il n'y a quasiment pas de plan sur les autres. C'est celui d'Achille. Ça lui donne une importance. Le reste, c'est fake. C'est ok, c'est une vraie idée. Quand tu utilises les CGI pour faire de la mise en scène intéressante, oui. Mais pareil, le speech d'Achille avant le débarquement, Brad Pitt n'a aucune sauce dans ce film. Je vous jure, il n'a aucune sauce. Il ne dégage rien dans ces moments. Vous savez quand il dégage un truc? Quand il ne joue pas. Je veux dire, après la bataille, le débarquement, là, quand la caméra le suit en plan séquence devant l'armée, et tout le monde vient lui parler, et puis il répond, puis tu vois qu'il est un peu fatigué, mais il avance, c'est bien. Franchement, quand il parle pas, c'est bien. Il y a un truc. Il capte l'essence même d'Achille. En fait, il fallait faire un Achille tellement glorieux, tellement beau, il fallait lui donner limite un rôle où on le voit quasiment jamais, mais quand on le voit, il dit rien, et juste il est exceptionnel, quoi. C'est ça qui fait bien dans le film, Wolfgang Petersen. C'est vraiment quand il laisse briller la réaction des gens par rapport à Achille. Mais bon, c'est vraiment hyper mal écrit, je trouve. C'est vraiment le bordel en tant que personnage. C'est un mec qui pue la classe, qui fait la guerre, qui est trop stylé, qui veut être dans l'histoire et tout. Puis après, il va pleurer en mode, tu sais, la guerre, c'est pas bien. Le traumatisme de guerre, c'est vraiment pas bien. Il le dit d'une façon, il parle même du Styx. Waouh, c'est vraiment c'est des opposés constants dans le film. C'est un bordel pas possible. C'est vraiment dommage par rapport à ça. Parce que t'aurais pu en faire un grand personnage de fiction. Et au final, t'as un Achille pour moi qui est mémorable sur 2 scènes d'action. Mais franchement, les autres scènes, c'est très très dur. Et ça n'a aucun sens en termes de personnage, quoi. L'équilibre de ce que va raconter le film entre le sérieux et le stylé n'est pas du tout respecté, quoi. Et ça, c'est grave dommage. Et le problème, c'est que Brad Pitt, face à d'autres acteurs, genre littéralement Peter O'Toole, qui est donc Mister Lawrence d'Arabie, qui apparaît un peu comme un Avengers, c'est assez rigolo à voir aujourd'hui. Il est totalement inspiré de Lawrence d'Arabie, ce film, ça se ressent dans le désert,
dans la ville, dans plein de trucs. C'est le classicisme de Lean qui a été une inspiration fondamentale dans l'œuvre. Peter O'Toole, il est dans une autre catégorie, quoi. Peter O'Toole, et ça c'est sans même parler de mon amour à moi pour Laurence Darby, quand tu le vois jouer à l'écran, revoyez le film, c'est le seul mec qui essaye de jouer, quoi. Je dis pas qu'il est exceptionnel, mais il dégage un truc, en fait. Il se donne à fond dans chaque scène, il est exceptionnel tout le long, parfois il y a des moments que j'aime pas trop, mais globalement, il dégage une forme de mélancolie, mais aussi de puissance que les autres personnages n'ont pas du tout. Ça le fait vraiment genre vieux, roi, sage, poète, qui met son ego de côté pour récupérer le corps de son fils devant Achille, qui est littéralement là à se battre pour l'amour de manière générale. Et c'est le problème, dès qu'il est face à un autre acteur, c'est un enfer, parce que tu vois le décalage d'acting. Il a une scène avec Orlando Bloom, waouh, là c'est dur. Même avec Brad Pitt, la scène avec Brad Pitt, elle est vraiment dure par rapport à ça, parce que le mec, il y a des années-lumière, quoi. J'ai vu beaucoup de choses intéressantes dans le film par rapport à lui. Les décors, la diversité de Troie de manière générale, c'est vraiment bien, tu vois, il y a une DA, qu'on aime ou pas, cette grande ville. Il y a des endroits intimes, il y a une vie, il y a des séquences avec ces beaux reflets dans l'eau. Et Peter O'Toole, t'as l'impression que dès qu'il est à l'écran, ils ont essayé de le respecter le plus possible. Et j'aurais bien aimé qu'ils respectent les autres acteurs aussi pareil, quoi. Parce que Peter O'Toole, là, il dégage, voilà, le roi Priam, grand et tout. Mais oui, il est mis en avant tel quel. Mais les autres, ils auraient dû avoir ce traitement aussi, où ils auraient dû être mis en avant de manière plus sobre, plus intelligente. Là, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas d'aura farming, c'est sobre. C'est un mec qui est réconfortant. C'est un personnage qui est assez réussi par rapport à ça. C'est oui la leçon de morale du film et il explique beaucoup de choses et tout, mais voilà, c'est ce qu'il fait, quoi. En fait, il éduque ses enfants et des choses comme ça, donc c'est pas mal du tout. Et les intérieurs de Troie de manière générale sont assez superbes, surtout la décoration qui fait très Égypte. Je dis ça avec mon inculture, c'est entre Égypte et Babylone pour moi dans ma tête, la manière dont ils ont designé Troie, mais ça reflète une civilisation qui est supérieure aux Grecs, premièrement, moins barbare, clair et net, qu'il faut sauver, qui croient en l'amour depuis le début. C'est le sujet du film, encore une fois. Ils sont prêts à tout sacrifier pour donner une chance à l'amour. Dommage qu'on ressente pas cet amour, mais t'as l'impression que le film est bien lorsqu'il y a Peter O'Toole, et même la photographie, hein. Il n'y a pas de plan comme ça dans le film. Le film, il est éclairé de manière assez basique. Quand t'as Peter O'Toole, il tente des trucs, tu vois. Là, il y a le visage à moitié éclairé parce qu'il est un peu divisé par rapport à ce qu'il doit faire. Est-ce que j'assume ma responsabilité en tant que roi et je dis à mon fils d'aller se faire foutre et qu'il trouve une autre meuf? Ou est-ce que j'accepte en tant que père que mon fils soit heureux avec sa copine? Ah, c'est compliqué, mais il joue sur ça, quoi. Et c'est ça la morale aussi de l'œuvre, c'est le combat entre la responsabilité et les envies personnelles. Et la vérité, c'est qu'en fait, le film te dit qu'il faut suivre ses envies personnelles, qui va te donner ce que tu veux, en réalité. C'est voilà, un film très américain, idyllique, ce genre de choses, mais c'est les meilleures scènes. C'est les plus classiques, mais en fait, quand tu bosses ton classicisme, ça marche bien. Franchement, c'est efficace. Les moments dans les jardins, les plans sur les statues royales, sur la transmission, sur l'héritage, il y a un truc que j'aime bien. Et puis, il y a Eric Bana. Eric Bana, il y a des séquences. En fait, ça dépend, il est face à qui. Quand il est face à Peter O'Toole, il s'en sort plutôt bien. Parce qu'il y a un truc, tu sens qu'ils ont une alchimie naturelle. Je sais pas si on l'a entendu lors du tournage, mais il y a un truc entre eux qui est plutôt cool. Et en plus de ça, il y a un truc que j'aime bien, c'est qu'il représente vraiment les valeurs du film. Et c'est lui, le personnage principal. Certes, c'est Brad Pitt et Achille qui lui volent la vedette, mais c'est lui le vrai protagoniste de l'œuvre, narrativement aussi. Et les scènes ensemble, donc il tient tête à littéralement tout le monde, dont Peter O'Toole. Quand il est face à d'autres acteurs, il est meilleur qu'eux de manière générale. Et c'est ça qui m'énerve, c'est qu'il y a tellement un décalage d'acting entre chaque acteur avec Peter O'Toole et Eric Bana que ça ressort vraiment du film. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il représente ce truc où même quand son frère déconne, il va protéger Paris, alors que ça va déclencher la guerre. Même quand il va mourir contre Achille, il le fait quand même parce que voilà, c'est ça qu'il faut faire pour Troie de manière générale. C'est l'homme au sacrifice ultime. Il y a un côté un peu messianique aussi à son personnage. Un peu voilà, Jésus qui revient, qui donne tout pour les péchés. Lui, il a rien fait de mal, hein. C'est littéralement les autres. Donc il meurt pour un peu les péchés autour de lui. C'est ça qui est intéressant. Et c'est justement lui qui choisit la famille, l'amour, plutôt que la chose logique. Bon, du coup, les Troyens, ils vont tous mourir, hein. Mais en tout cas, ils ont sauvé l'amour. Et puis ils sauvent Troie parce qu'à la fin, t'as un gamin qui va avec l'épée de Troie. Bref, c'est honorable et attachant. Certes, c'est pas responsable, mais il y a un truc un peu cool de voir des personnages qui sont pas responsables, mais qui se battent pour des valeurs humaines avant tout. Et il y a beaucoup de plans justement sur la ville, des choses que Troie fait vraiment vivant. On prend le temps d'être dans la ville, il y a beaucoup de figurants, c'est des beaux décors, un mélange de vrais décors et de CGI. On y croit un petit peu, c'est pas juste un endroit random, c'est une grande cité qu'il faut protéger. C'est l'endroit à sauver et préserver. C'est une sorte de Babylone antique, quoi. C'est ça que j'aime bien, c'est le sommet de la civilisation. Mais bon, ensuite, c'est littéralement juste des gros plans statiques d'Hélène de Troie qui joue mal, avec d'autres acteurs, actrices surtout qui jouent mal, malheureusement, dont Orlando Bloom qui joue assez mal. C'est dur, franchement, c'est dur parce que je suis tombé un peu de haut avec ce film, parce que dans mes souvenirs, il était pas excellent.
Mais là, le revoyant, il y a une vibe très prélogie Star Wars, parce que franchement, hein, c'est très amateur, je trouve, à certains moments. Pourtant, il y a du budget et tout, et puis c'est un grand réal, mine de rien. Mais là, franchement, ça contraste le film. T'as des séquences avec la ville, la vie de manière générale. Il y a un marché, il y a des figurants. T'as envie de sauver Troie. Et après, t'as Hélène de Troie, t'as un plan sur elle qui réagit à un truc. Et t'es en mode putain, elle a rien, elle dégage rien du tout, quoi. C'est pour ça qu'on fait la guerre, c'est pour elle, c'est pour ce couple de deux gars, deux personnes qui sont trop nulles. Et ben, c'est pas possible, c'est trop inégal. Et ça te sort forcément de l'œuvre. Et justement, voir Troie souffrir te procure plus d'émotions que voir ce couple faire n'importe quoi. Genre quand ils brûlent leur mort. Par contre, faut en parler, hein. Il y a 5 scènes de funérailles dans le film. 5. C'est un enfer, j'en parle dans quelques secondes. Mais en bon, c'est encore une fois ce genre de problème, c'est qu'il y a ce mélange entre le classicisme à la David Lean avec Peter O'Toole, les acteurs qui jouent bien avec Eric Bana et les autres qui jouent mal, et en même temps des trucs, la première grosse scène d'action, c'est pas possible, hein. C'est le débarquement de Normandie du soldat Ryan, mais à 3, quoi. Et c'est horrible, c'est horrible. En fait, vous passez d'un film assez classique, parfois qui tente des trucs et parfois un peu moins, à un film assez récent, en mode vraiment avec les mêmes plans que Soldat Ryan dans la Grèce antique. C'est une copie conforme accélérée qu'il faut tège en quelques minutes, sans la sauce de Spielberg, évidemment, et sans la sauce de Peterson. Peterson, il a fait des films, quand même, c'est pas n'importe qui, tu vois. Je comprends pas comment il a fait ce film. Je pense que c'est plus un film de studio qu'autre chose, mais c'est ridicule, ça ne dégage rien, et quand t'es fan de ciné, tu vois juste une copie de Wish du Soldat Ryan. Et quand vous analysez les deux films, je vous jure, vous allez péter un câble, hein. C'est vraiment les mêmes plans. J'ai comparé, j'exagère parce que la séquence de Ryan elle est bien plus longue, mais c'est des plans extrêmement similaires. Et surtout, tu passes d'un film classique à du shaky cam, à un montage rushé, presque épileptique, on comprend rien. Tu ressens pas l'atrocité de la guerre. Soldat Ryan, c'est très stylé comme séquence, mais c'est brutal, c'est violent. Là, c'est juste de l'aura farming. C'est juste ridicule, c'est kitsch, c'est ringard, et c'est juste là pour dire, regardez, l'inébranlable Achille, même s'il se fait sûrement branler dans le film pas mal de fois, mais il y a trop de trucs bizarres par rapport à ça, quoi. Tout le long, déjà, tu captes rien à la scène d'action parce que c'est le bordel, mais tu sais, t'as Ajax qui est là, qui est trop jaloux de pas être à la guerre. D'ailleurs, c'est intéressant, enfin, je me permets, c'est le parallèle qu'il dresse entre Hector et Achille. Achille, au début du film, il tue un géant, et puis Ajax, c'est un géant qui sera tué par Hector. Mais il y a un truc où il est jaloux de pas être à la guerre, il arrive à la guerre, il tabasse 2-3 personnes, et c'est que des trucs, des parallèles lourds comme ça entre Achille et Hector. Et en même temps, quand il arrive, tu t'en fous de ce mec. Tu t'en fous, c'est qui? C'est juste un suceur d'Achille comme tout le monde. Tu ressens rien, c'est juste pour que Hector le tue et qu'il tue pas un no-name. Je veux dire, Achille est bien tué un no-name au début. Bref, c'est tout un bordel comme ça, je trouve un petit peu nul. Vous savez, parfois, il y a des lieutenants dans des films, ils ont pas besoin d'être développés. Il y a des lieutenants, vous savez, qui sont butés dans plein de films. Genre, je sais pas, je pense au Seigneur des Anneaux parce qu'on parle d'armée CGI. Et dans Le Retour du Roi, t'as une sorte de gros orc, troll, je sais pas quoi, avec lequel se bat Aragorn. Je m'en fous de savoir qui c'est, je vois juste un gros gars, là je vois Ajax, c'est un gros gars, il peut taper Hector, on s'en fout de savoir qui c'est. Le mec au début, je savais pas qui c'était non plus. Donc là, ils ont quand même quelques phrases avec Ajax, parce qu'Ajax c'est quand même un personnage de la mythologie. C'est un personnage pas extrêmement important, mais il fait partie des gens que Achille connaît. Mais quand Ajax meurt, Achille il réagit même pas. Il s'en bat les couilles, il y a un petit moment, il fait c'est dommage. Et il passe à autre chose. Tu vois, il y a un truc par rapport à ça qui est tellement mal géré, je trouve, tout le film. Mais le vrai problème, c'est qu'on est perdu dans la séquence, quoi. On est perdu dans la géographie de la séquence, il n'y a pas de repère évident. Pourtant, quand même, c'est juste une plage et il faut monter. C'est une dune, ça aurait pu être simple. C'est juste de l'aura farming d'Achille. C'est lui qui jette des lances, qui esquive des lances. C'est lourdingue. Et il y a des plans, c'est Laurence d'Arabie, quoi. C'est vraiment Laurence d'Arabie, mais tout le film. Des plans sur le désert, des points de vue. L'attaque à Aqaba, qui est reprise de Laurence d'Arabie ici. C'est Soldat Ryan, Laurence d'Arabie. Voilà, c'est Spielberg et David Lean, mais sans le talent de l'un ou l'autre. Et c'est dommage. Et après, il y a des choses que j'aime bien, encore une fois, les idées de Achille qui se sent plus fort que les dieux, qui ne croit pas dans ces dieux-là, qui découpe la statue d'ailleurs, comme dans l'Odyssée. C'est assez marrant de voir ça. Peut-être c'est Nolan qui avait cette idée, parce que Nolan, il devait bosser du coup sur 3. Il a dit, j'avais 2 idées, moi. C'était l'idée d'une épée qui coupe une statue, il a dit ça en interview il y a quelques jours, hein, et l'idée du cheval dans l'eau sur la plage. Donc peut-être ça c'est Nolan qui a dit c'est une bonne idée, et ils l'ont réutilisé. Mais oui, du coup c'est aussi dans l'Odyssée et dans 3, mais l'idée c'est quand même Achille, il est plus fort que les dieux. Il s'oppose aux dieux justement. Mais il n'y a pas les dieux, en fait. Et la discussion qu'il a toujours avec sa femme entre guillemets, c'est jamais vraiment profond sur les dieux, c'est tellement bizarre. En fait c'est un film qui assume pas qu'il y a des dieux, et qui veut en avoir aussi, mais ça parle pas de quelque chose de vraiment surnaturel, les dieux, c'est juste au fait l'ego des hommes, l'hubris, l'envie d'aller à la guerre et tout, et Achille qui décapite la statue, t'y crois pas une seule seconde. Et justement, c'est pour ça que c'est très américain aussi, c'est qu'à la fin, il est quand même avec une prêtresse, je crois que c'est une prêtresse techniquement ce qu'elle est, et il commence à parler de religion, il commence à un peu respecter les dieux, du coup il y a une évolution de personnage par rapport à ça aussi.
Ouais, bon, on va pas reparler de ça, hein. Je trouve que c'est vraiment mal fait. Le vrai but de cette scène, c'est vraiment la rencontre entre Hector et Achille. Deux visions différentes du monde, mais les mêmes hommes. Il y a une taquinerie, une fraternité. C'est à la fois le frère que voudrait Hector pour remplacer Paris, et le cousin que voudrait Achille pour remplacer Patrocle. Et ça qui est intéressant, c'est un peu dommage de ne pas avoir insisté sur ça dans le film, qu'il n'y ait pas plus de scènes entre eux, ou des vrais parallèles dressés qui soient pas lourdingues comme avec le géant là qui tue chacun de leur côté. C'est clairement la chose la plus intéressante. Mais je trouve que le film est vraiment pas si mal rythmé que ça. Genre les 3h16, ça va, hein. Honnêtement, j'ai pas détesté regarder. Je trouve que c'était ok en termes de rythme. Il y a des moments de pause que je trouve pas mal, surtout à 3, quand c'est Hector et Priam, quand c'est autre chose, c'est dur. Les Grecs qui sont complètement abandonnés par le scénario. Ça se voit que le film, il n'en a rien à foutre des Grecs. C'est ça qui est fascinant. Pourtant, il est juste intéressé par Achille, qui fait partie des Grecs. Et 3, par contre, il y a des scènes, il y a que ça, quoi. La politique à 3, des discussions, des trucs et tout. Non, ce qui est chiant, par contre, c'est les scènes de funérailles. Il y en a 5 dans le film. Ce que j'ai montré tout à l'heure par rapport aux Troyens soldats morts. Ménélas, Patrocle, Hector et Achille. C'est redondant de fou, il y a que ça casse le rythme, et c'est un film aussi qui est étonnamment répétitif. Après il y a des bêtises, hein. Je dis pas que le rythme est parfait, le nombre de 1v1 par exemple, il y en a 3 dans le film quand même les gars quoi. Alors oui ça permet d'avoir des moments de tension, mais du coup quand vous réfléchissez bien au film, il n'y a jamais vraiment de grande bataille à la Seigneur des Anneaux, genre le Gouffre de Helm, ou d'autres films comme ça, il n'y a jamais la grande bataille. Il y a plein de batailles moyennes je dirais, mais t'as jamais la grande bataille pour le coup. C'est pas grave, mais je dis juste que t'as jamais ce moment-là. Et ils font plein de petites batailles plutôt que de build-up vers un truc gigantesque, énorme à la fin. C'est pas ce qui intéresse le film. Et ça, c'est un choix. On peut l'aimer ou pas, y a pas de souci. Mais c'est juste littéralement les Grecs qui se cassent la gueule sur les murs de Troie pendant 3 heures. Et ça, pourquoi pas? Mais oui, ça reste assez généreux. Même si je suis pas fan de comment ils ont géré les batailles, ça reste généreux. Il y a quand même 3 batailles. Ça va, le débarquement, la bataille au milieu... Et je dirais aussi, je considère la bataille de Troie comme une bataille, genre la fin du siège, même si c'est plus genre vraiment la fin de quelque chose, quoi. C'est les scènes d'action qui sont pour moi problématiques. C'est loin d'un Seigneur des Anneaux. Il y a juste Hector et Ajax qui est bien montré devant les murs de Troie. Cette bataille après la mort de Ménélas. Mais c'est Peter Jackson qui disait qu'il faut un plan sur 3 avec des gens connus. Mais en fait, dans ces batailles-là, t'as personne de connu. Genre Ménélas, Ulysse, ils se battent pas. Hector, c'est le seul à se battre. Donc en fait, tu montres juste Hector qui se bat, quoi. Bon, c'est un peu lourdingue, on reconnaît personne, du coup ça manque vraiment d'implication émotionnelle dans la mise en scène. Tu sais pas ce qui est vrai, tu sais pas ce qui est faux. Géographiquement pareil, t'as le mur de Troie et tu comprends pas où on est dans la scène. C'est n'importe quoi. Il y a un vrai décalage encore une fois entre le style du film, ce qui veut dégager comme émotion, et juste la mise en scène quoi. Franchement les shaky cam durant les scènes d'action, c'est ridicule. Non mais ça marche pas dans ce film en fait, c'est dommage parce qu'au fait les scènes d'action on dirait qu'ils sont filmées par un autre gars quoi. C'est trop bizarre par rapport à ça. Et les 1v1... T'as rarement une connexion émotionnelle, je trouve. Alors le combat au début avec Achille, le géant, laisse tomber. Le combat entre Ménélas et Paris, il y a des trucs que j'aime bien. Je dirais pas qu'il est bien filmé, mais le point de vue de Paris avec son casque qui fait un cœur, j'aime bien. C'est mignon parce que c'est l'idée du film. Il est ok, je trouve, le combat. C'est le montage qui est pas bon, quoi. C'est trop cuté. Il fallait laisser les acteurs un peu jouer, plus montrer les scènes. En fait, le mec qui est fort en scène d'action comme ça à main nue, c'est Ridley Scott. Enfin, main nue, à épée et bouclier. Ridley Scott, il est fort sur ça. Ridley Scott le fait bien dans Gladiator 1 et 2. Il fait bien dans le dernier duel. Là, franchement, on dirait que c'est un film typique des années 2000, avec beaucoup de montage. C'est pas l'époque où tu laissais les acteurs être des cascadeurs, ce genre de choses. Donc, c'est dommage, parce qu'il n'y a pas beaucoup de réactions du peuple, et les réactions, elles sont toujours vraiment, en termes d'acting, c'est pas possible. Mais ça développe au moins la relation Hector-Paris. Ouais, le combat est pas dingue, personne ne s'en rappelle. Moi, j'avais complètement zappé qu'il y avait le combat Ménélas-Paris avant d'en voir le film, hein, pour le coup. Mais au moins Paris, ça devient ce lâche déshonorable qui est montré devant tout le monde comme quelqu'un qui a échoué. Certes, les réactions en termes de mise en scène, je trouve que c'est vraiment risible. T'as envie de rigoler, quoi. Quand tu vois des plans sur la femme d'Hector, tu sais même pas qui c'est, quoi. T'as un plan sur elle, encore Priam, t'as un truc et tout, mais t'avais une scène avec Priam juste avant. Genre, Priam et Paris, ils ont zéro alchimie, et Priam, il fait des têtes, il va voir son fils mourir, tu vois, c'est ce qu'il pense. Mais c'est tellement ridicule, c'est limite nanardesque à certains moments, quoi. Ça marche pas du tout. Mais au moins, ça montre justement Paris comme quelqu'un qui a échoué, quoi. Et c'est marrant parce que vous savez, tous les gens, ils sont en mode ouais, l'Odyssée, ça respecte pas l'œuvre originale et tout, parce qu'ils sont racistes hein, par rapport à l'Hélène de Troie. Mais là, franchement, l'Iliade est tellement pas respectée. Ménélas qui meurt, Agamemnon qui meurt dans le film, c'est pas l'Iliade, ça, pour le coup. Et ça, c'était plus grosse trahison que n'importe ce qu'a fait Nolan avec l'Odyssée. Bref, petit aparté, quoi. Mais j'aime bien l'idée que les Troyens arrivent quand même à gagner, qu'ils contre-attaquent. J'aime bien l'idée que Troie l'emporte au fur et à mesure. Je trouve que narrativement, c'est une bonne idée d'avoir à la fois les gentils, Troie, et en même temps les méchants, les Grecs, mais avec un gentil dans le tas, Achille.
se faire la guerre et t'as un camp qui gagne plus que l'autre, c'est intéressant. Et surtout qu'en fait, quand les Troyens arrivent, c'est le seul qui entend les Troyens arriver, hein, Achille. Donc il y a des trucs où tu vois qu'il est un peu lié à ces gens-là aussi, en plus d'être quelqu'un d'assez hors pair en termes de commandement et tout. La scène d'action après elle est dégueulasse, hein, c'est une scène grise, moche, ridicule avec des boules de feu, kitsch à mort. C'est déjà mieux filmé, on comprend plus parce que c'est plus simple, là ils descendent sur la dune et c'est plutôt bien filmé en termes de géographie. Ça colle plus au classicisme de base, il n'y a pas trop de shaky cam, il y a même des transitions plutôt cool, donc étonnamment, je comprends pas. C'est juste ça, en fait, il y a des scènes d'action, parfois elles sont juste efficaces. Elles sont moches, hein, mais elles sont efficaces. Franchement, tu comprends tout, c'est clair, c'est bien fait, c'est pas extrêmement impressionnant, mais c'est plutôt bien fait. Et ça devient d'ailleurs assez bien quand t'as du coup le faux Achille, hein, son cousin, qui se bat contre Hector parce que t'as un mur qui se forme de manière organique. Tu vois que tout le monde s'arrête dans la guerre pour regarder ces deux titans se battre. Et c'est une bonne idée de mise en scène, ça marche bien. C'est hyper net de tout ce qui se passe. Le montage, il est nickel. Le combat, il y a un peu de tension parce que tu te demandes si c'est vraiment Achille, si tu connais pas l'Iliade, parce que dans l'Iliade, c'est pas un film qui a inventé ça, hein, c'est dans l'Iliade, évidemment, ce twist. Mais il y a un truc sympa, émotionnel, de respect mutuel après la mort de Patrocle. Il y a un truc vraiment d'envie personnelle face à ses responsabilités, encore une fois, qui revient bien ici en scène, et ils se respectent. T'as quand même le cousin d'Achille qui est mort, ils font une sorte de deuil, ils font pause à la guerre, et j'aime bien ça, parce qu'en fait, ils se détestent pas, ces gens-là. C'est juste des connards des élites qui emmènent ces gens à la guerre, et puis basta. Mais en fait, ils ont rien de personnel. C'est pas comme la Seconde Guerre mondiale où c'est des nazis, et voilà. Là, ils ont rien. C'est bon, les gars, on a tué le cousin d'Achille, c'est la merde, on fait une pause. J'aime bien ces moments-là, un peu émotion. Là, il le fait plutôt bien, le film. Mais il n'y en a pas beaucoup de ces moments-là, parce que c'est une version hyper américaine, très manichéenne, très classique, beaucoup d'amour, beaucoup d'action, beaucoup d'épique, mais sans l'intimité qui va avec. En fait, c'est un mélange entre Titanic et Gladiator, et ça marche pas du tout. Et le côté religion, pour moi, il est tellement inintéressant que c'est dommage, quoi. C'est un film qui est le cul entre mille chaises, quoi. Il essaie de tout raconter, tout faire, il raconte rien d'intéressant. C'est ça qui est assez décevant pour moi. C'est juste l'opposition. Parfois, il parle des dieux et des hommes, il les oppose un peu, que ce soit avec Hector ou avec Achille, mais ça va jamais au bout du concept, en fait. Ok, Achille, c'est entendu que c'est un demi-dieu dans le film. Bon, ça change rien parce qu'il meurt quand même. Mais il y a des trucs où ils assument pas du tout le côté divin. Parfois, il y a un côté messianique un peu de Hector, mais c'est jamais non plus dans la mise en scène suffisant. En fait, c'est vraiment... Il met des petits moments, tu te dis « Ah, ça fait penser à Jésus. Ah, ça fait penser à un dieu, des choses comme ça. » Mais jamais ils assument le côté ou messianique à fond dans la mise en scène, parce que dans le texte, il est là, hein, c'est assez présent. Et je trouve que ça en fait un film qui tente rien et qui est bloqué dans des ambitions qu'ils n'aboutissent jamais réellement, quoi. Et ça, c'est dommage, quoi. Et tu ressens rien. Pourtant, là, t'as quand même Hector qui va faire ses adieux à tout le monde. Encore une fois, en termes d'acting, les femmes de ce film, c'est pas possible. La majorité des hommes non plus, mais les femmes, c'est pas possible. Des personnages, ils sont vides. La femme d'Hector, on a rien à foutre, hein. Je suis désolé, je sais même pas comment elle s'appelle, hein. J'ai quand même zappé déjà. On en a rien à foutre, mais au moins, c'est pour build-up à ce combat où tu sais qu'il va mourir, mais tout fait faux. Tu sais, il va voir tout le monde. Il va voir son père, sa femme, son enfant, à peine né et tout. Ils ont donné des relations bancales amoureuses juste pour ça, juste pour ce moment. Et du coup, tu ressens rien parce que, bon, tu sais qu'il va mourir, mais t'as pas d'investissement émotionnel. Genre, t'aimes bien Hector parce que c'est un personnage qui est plutôt bien joué, interprété, mais en même temps, les autres relations, en fait, quand Hector va mourir, qui va pleurer? T'as même ce plan, la dernière personne qui voit Hector, c'est Hélène de Troie. T'es en mode, ok, on a compris qu'il a fait la guerre pour lui et qu'il se sacrifie pour l'amour avec Hélène et Paris, mais c'est tellement creux, c'est tellement vide que t'as aucune émotion, quoi. Surtout avec Priam. Putain, Priam, ils ont quand même quelques scènes, t'aurais dû être vraiment ému par rapport à ça, mais c'est vide, quoi. Au moins, ce qui est intéressant dans la mise en scène, c'est que 3 est vide aussi. 3, t'as l'impression que c'est mis en pause. 3 va regarder le combat, ils vont y aller, et c'est vraiment une pause. La fin d'un cycle, la fin de cette ville. Le plan sur Hélène, il est plutôt cool, je trouve qu'il est plutôt bien fait, même si en termes de symbolisme et d'émotion, il n'y a que dalle, malheureusement. Mais voilà, c'est le moment que tout le monde attend, quoi. Tout le film, t'es là pour ça, ça balance des punchlines ridicules. Et il y a Achille qui parle de lion, tout ça, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est vraiment des punchlines full charisme, encore une fois. Il n'y a pas beaucoup de tension, je trouve, malheureusement, à cause du manque d'émotion. Et le montage, pas possible. Le montage, il est rude, encore une fois. Le montage, il est nul. Je trouve que vraiment, le montage, il gâche une grosse partie de ce combat-là. Parce que le combat, en soi, je le trouve pas mal. J'aime bien qu'il y ait un peu, genre, justement, l'opposition de ces deux-là. Ils auraient dû avoir plus de scènes ensemble ou d'avoir de meilleurs parallèles. Mais au moins, il y a un petit truc entre les deux. J'aime bien le côté dense, surtout du personnage d'Achille. J'aime bien que ça dure 2 minutes. Ils ont pas bien sur la durée. C'est un combat qui est censé être intense. Et puis, basta, quoi. C'est quand même le crescendo émotionnel de ces personnages-là. C'est, encore une fois, le montage, c'est une crise d'épilepsie. C'est un bordel en termes de plan. Mais voilà, c'est juste un combat à main nue qui dure. C'est devant rien, devant 3, il n'y a pas d'armée en face. Tu comprends ce qui se passe, quoi. Mais c'est vrai qu'en termes d'intensité de mise en scène, c'est vraiment bancal. Et en termes d'émotion, pour moi, il n'y en a pas assez.
Mais vas-y, honnêtement, ça fait le taf. Il y a pire, c'est l'un des meilleurs moments du film, ça veut pas dire grand-chose, mais j'aimais beaucoup quand j'avais 11 ans. Hein. Là, presque 30, je vois ça, je me dis, ça va. Il y a pire. Il y a mieux, mais il y a pire. Par contre, la grosse différence, c'est la musique. La musique, c'est hyper intéressant parce que dans la Director's Cut, la version que j'ai revue, c'est vraiment la musique de remplacement nulle. Dans la version classique, c'est une musique composée par James Horner qui est bien meilleure tension qui est évidente, sur la version simple, hein, meilleur tout simplement. Il y a vraiment quelque chose où la musique dégage un truc qui rend le combat meilleur. Donc si vous rematez le film, au moins rematez cette séquence-là dans la version classique parce que la musique est meilleure et ça en fait une meilleure scène. Mais pour moi, c'est pas suffisant, quoi. C'est pas assez bien, c'est juste... C'est ok, quoi. C'était bien quand j'avais 11 ans, je vous jure. Franchement, parfois j'ai revu la scène sur YouTube et tout, je me dis, ouais, le montage, il est pas bien. Mais peut-être, si je revois le film avec l'impact émotionnel, avec tout ça, peut-être je vais plus l'apprécier, ce combat-là. Non. Malheureusement, non. Je suis désolé par rapport à ça, j'ai pas du tout beaucoup plus apprécié ce combat-là. Je trouve ça ok, sans plus, et ça m'a carrément déçu de revoir quelque chose que j'aimais quand j'étais gosse et me rendre compte qu'en fait, c'est pas terrible. Et la scène d'après, avec justement Achille qui prend le cadavre d'Hector, qui veut pas lui donner à Priam et à Troie. La scène, je trouve qu'elle est tellement déplacée par rapport à qui? À Achille. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais Achille, il est vraiment mal écrit par rapport à ça. Il change vraiment trop vite de personnalité. Et encore une fois, le moment où Peter O'Toole vient le supplier, il oublie son ego, il se met à genoux. C'est édifiant. Le décalage d'acting entre la scène émotion de Peter O'Toole, c'est une scène à Oscar limite quoi pour lui, qui parle d'honneur, de famille. Il change la dynamique du personnage d'Achille, hein, clairement, parce qu'après, au fait, il y a un respect mutuel. Achille, il change d'avis. Il dit que c'est un meilleur roi qu'Agamemnon. Il aurait aimé servir, peut-être, justement, un mec comme Priam. Mais sinon, en termes d'acting, c'est une catastrophe. C'est vraiment, le décalage est tellement sanglant. C'est dur à regarder. Achille, dans cette scène, il est nul et il change d'avis comme ça, quoi. Un dialogue, un monologue, et une tirade, et c'est fini, quoi. Mais ça reste un moment sympa. Ça craint de vos personnages d'Achille qui s'excusent. Je suis pas fan, encore une fois. Ils auraient dû mieux le gérer. Mais c'est le décalage d'acting, il est catastrophique. Et encore une fois, des nouvelles funérailles, évidemment. Et surtout, le moment du cheval. Putain, cette scène où t'as Ulysse qui regarde le cheval en train d'être fait à côté par quelqu'un qui fait un jouet. T'es en mode, putain, ils vont pas faire ça quand même. Ils vont pas faire ce truc typique des années 2000 où tu te dis, ah putain, c'est ça qu'on va faire et tout. C'est ridicule. Je trouve que c'est gênant. Ça va être très nanardesque. En mode, c'est une bonne idée, un cheval. C'est trop bizarre. Alors, on voit pas du tout la construction. T'as une mini-séquence, genre de 2 secondes. Et ensuite, le cheval, il est là. Et c'est trop bizarre comme moment parce qu'on voit pas les Grecs partir. On ressent pas la défaite des Grecs. On ressent pas le temps qui est passé. On ressent rien. On ressent pas le désespoir. Il y a vite fait un plan sur les malades. Et sur un peu le désespoir, mais très vite fait. On ressent pas vraiment cette ambition. C'est vraiment ça ou rien. Si on le fait pas, on est foutu. C'est ça le truc. Oui, ok, vas-y. Tu sais, pour le chien, la peste, l'image de la corruption des âmes, des Grecs et tout qui sont perdus dans cette morale. Mais le coup du cheval, il sort de nulle part. Ils s'en foutent totalement dans le film alors que c'est le truc. 3, c'est le cheval, quoi. Ça sort de nulle part, c'est léger, et il est juste là, et puis basta, quoi. Et le pire, c'est le débat qu'ils ont, quoi, par rapport au cheval. C'est vraiment en mode, est-ce qu'on le brûle? Non, non, c'est un cadeau, faut respecter et tout. Eh, dans le Nolan, au moins, c'est logique. Là, c'est dur d'accepter le cheval, et surtout, on peut dire un truc. Le cheval, il est là pour faire avancer l'histoire, d'accord, mais juste, il y a un débat, quand même, qu'il faut avoir. Je trouve, quand même, que c'est cramé qu'il y a des gens dedans. Je suis désolé, vous regardez le cheval, c'est cramé qu'il y a des gens dans le cheval. Dans le Nolan, on dirait une statue et tout, les gens ils sortent, c'est choquant. Mais là, c'est cramé qu'il y a des gens dedans, quoi. Bon, allez, c'est un style artistique et tout, je m'en fous, ça me dérange pas. Mais c'est vraiment cramé qu'il y a des gens dedans. Mais à la limite, si la mise en scène elle est bien, pourquoi pas. D'ailleurs, la séquence musicale ici, elle est meilleure dans la version classique de la Director's Cut, qui est pas dingue, je trouve. Mais le cheval, pour moi, il est assez risible. Il est beau, hein. Mais il fait vraiment... Il y a des gens dedans, quoi. Donc c'est... Bon, peu importe, on s'en fout. En réalité, c'est l'ouverture de Troie et de la porte que je trouve assez faiblarde. Au final, il s'infiltre vite fait, il sort du cheval, ça va très très vite. Ça enchaîne. Tu vois que le film, il veut accélérer. Il veut passer à autre chose. C'est un film qui a pas trop d'idées de mise en scène. Malheureusement, c'est un film assez creux sur ça aussi. Et le rythme sur la fin est assez mauvais. Oui, t'as une grosse scène, plan-séquence. Mais elle fait très fausse, quoi. C'est full CGI. T'as pas l'impression que c'est des figurants. Techniquement, il y a un plan séquence stylé si tu veux, mais s'il est à moitié fake, à moitié vrai, il n'y a pas trop d'impact, je trouve. Mais j'aime bien l'hyper-violence. Il pille, tue, viole à Troie. Ça se lâche clairement. On ressent pas la colère des Troyens. Là où, encore une fois, dans l'Odyssée, on ressentait du Nolan. Hein. Là, on ressent pas la colère des Troyens qui sont là à détruire la ville. Il y a un manque vraiment de dynamique morale, je trouve, et de changement de comment les Grecs voient les Troyens. Ils voient pas ça comme des gens à exterminer. C'est très très bizarre, quoi. Je trouve ça assez étrange. Les Troyens, c'est oui les gens, mais là les Grecs c'est juste des barbares et il n'y a pas eu ce switch, je
je trouve, émotionnelle et morale. Pour moi, il y a un manque par rapport à ça. Après, la scène finale, elle est généreuse, elle est plutôt bien faite, ça court de partout, plein de figurants, des gens connus meurent, dont Priam qui se prend un couteau dans le dos de manière assez pathétique, mais c'est voilà, c'est comme ça, c'est le déshonneur. C'est logique. Il y a des plans séquences. Franchement, ça y va à fond. Le symbole du cheval blanc, le cheval de Troie et en même temps la pureté du blanc et tout. Ça joue plutôt bien sur plein de choses. Tu vois vraiment la ville s'effondrer. Il y a un truc vraiment fort par rapport à ça. T'es jamais perdu dans la mise en scène pour le coup. Il y a une ampleur triste et épique à la fois. J'aime bien. Il y a les pires adieux possibles entre Paris et Hélène parce que voilà, ils jouent mal les deux et les personnages sont catastrophiques. C'est pour eux qu'il y a la guerre, mais vas-y, on ressent rien du tout, c'est une angoisse. La transmission de l'épée du gamin pour que Troie existe dans le cœur des gens. Why not? Mais globalement, c'est naze. Agamemnon, il dit que des trucs nuls. Encore une fois, il fait que mentir sur le fait qu'il fait cette guerre pour Ménélas, pour le venger. On sait que c'est faux, mais ça, c'est plutôt bien pour le personnage parce qu'à la base, il faisait ça pour Hélène, mais en fait, c'est faux aussi. C'est juste qu'il y a un gros plan qui tourne autour de lui avec le cheval derrière, la ville qui brûle. C'est un peu ringard aussi. Je trouve que c'est un peu lourd. Et Cox, il surjoue de fou, quoi. Cox, il est gênant dans ce film. Le mec a zéro honneur. À la limite, ça pourquoi pas. Mais c'est un violeur à la fin. Il veut voler, du coup, la femme, copine, ce que vous voulez, d'Achille. Mais c'est juste une caricature vraiment ratée d'un méchant. Je trouve que ça marche pas du tout. Là où Priam, sa mort, t'as une légère émotion parce qu'il s'est poignardé dans le dos, c'est le déshonneur et tout. Il y a un petit truc et c'est la morale et la fondation de Troie qui s'écroule. Comme on l'a vu un peu dans l'Odyssée d'ailleurs. Hein. Troie, c'est le symbole de la morale qui s'écroule. Et là, c'est un peu la même chose. Il y a un peu d'émotion vite fait, quoi. Mais la mort d'Achille, encore une fois, sur un quiproquo, je trouve ça nul de chez nul. Ça fait vraiment mort à la Titanic avec un baiser, au revoir. Relation amoureuse, on en a rien à foutre pour le coup. Et ça finit encore sur des funérailles. Il y a zéro émotion. Le film, il se finit sur les funérailles d'Achille et puis basta, comme on n'a rien ressenti, quoi. C'est Ulysse en plus qui fait la narration, avant son départ pour l'Odyssée. Mais en termes d'émotion, c'est un ratage total, ce film, pour le coup. Pour moi, il n'y a rien qui va, quoi. Ils voulaient faire trop de choses à la fois. C'est vraiment ça, c'est Titanic, Gladiator. Et ils ont réussi à faire aucun des deux bien. Et pour moi, le film est assez moyen. Mais justement, j'ai envie de parler un peu d'Ulysse avant de conclure. C'est un personnage que tu trouves au début assez génial. Car tu passes de la Grèce très sèche, presque désertique d'Achille à Agamemnon, à la verdure d'Ithaque, belle, calme, paisible. On le voit intelligent, rusé. On voit la moquerie d'Ulysse qui ressemble déjà à un mendiant, un petit peu, et non pas à un roi. Il est avec son chien Argus. D'ailleurs, c'est un parfait foreshadowing pour l'Odyssée. Il veut pas aller à la guerre, mais il sait qu'il a pas le choix. Et c'est lui qui doit convaincre Achille et tout. Mais bon, il n'a pas le choix. C'est comme ça dans ce film-là. En tout cas, puis Sean Bean, je trouve qu'en termes d'Ulysse, c'est vraiment le meilleur acteur pour ça, quoi. À l'époque, c'est un super acteur pour jouer Ulysse. C'est super comme idée. Il aurait dégagé un truc vraiment fort. Il a pas beaucoup de scènes, malheureusement. Il sert un peu à rien dans le film. Il y a aucun moment assez fort, sauf son introduction. Et c'est dommage, quoi, parce que franchement, ils auraient pu faire un film, l'Odyssée avec Sean Bean, ça aurait plutôt bien marché. Le problème, c'est que même si l'acteur est cool et le personnage aurait pu être cool, il a pas assez de moments marquants. Il n'y a pas vraiment cette histoire sur lui, alors que quand même, c'est lui l'architecte du cheval de Troie et tout. Il est pas assez rusé dans le film. Mais surtout que le film, en fait, il a floppé. Troie, il a pas bien marché du tout. 3, c'est un film à 200 millions de budget, un peu moins, pour un box-office de 500 millions. Donc il était à peine rentable. À peine. Donc franchement, c'est un film qui a pas bien marché. Il voulait faire l'Odyssée à la base avec Sean Bean, hein, mais le film a pas assez bien marché pour remettre 200 millions dans l'Odyssée. Et malheureusement, et la critique, elle était dure. La critique n'a pas du tout aimé le film. Le grand public n'a pas du tout aimé le film. À l'époque, 3 pour Brad Pitt, c'était un peu compliqué. Hein. C'était pas un succès colossal. Ça allait, hein, mais c'était pas assez pour en faire un truc, une épopée avec Ulysse par la suite, ou relancer des contes mythologiques, quoi. Surtout que c'est lui le narrateur, ça aurait été logique de continuer l'histoire, c'est lui qui raconte la bataille de Troie, c'est lui qui raconte le cheval, c'est lui qui conclut le film avec la mort d'Achille, ça aurait été logique de continuer avec l'Odyssée. Mais non, ils l'ont pas fait parce que le film était un flop, et en le revoyant, compliqué. Je dis pas que j'ai détesté, franchement ça va, mais compliqué de le revoir, surtout quand t'as ces souvenirs du film à l'époque, que t'as aimé, qui était kiffant, quand t'étais gamin, il y avait un truc, là, c'était dur, c'était long, à certains moments, c'était pas bien mis en scène, c'était le bordel, les personnages, c'est une catastrophe, l'acting, c'est une catastrophe, il y a zéro émotion. Non, franchement, 3, c'était vraiment une redécouverte très négative de ma part, donc je peux malheureusement pas conseiller le film. Je suis parti dans tous les sens parce que le film, il est frustrant, parce qu'il est pas assez mauvais pour être un gros nanar, mais il est pas non plus assez moyen pour avoir des choses intéressantes à dire. Genre, il fait des choses bien, globalement, sans plus, avec des faiblesses assez fortes, dans sa globalité. Mais techniquement, ça va. C'est artistiquement qui va pas bien, quoi. C'est artistiquement où, franchement, mis à part ces moments de charisme des personnages, il y a pas grand chose à se mettre sous la dent, quoi. Et vous vous rappelez que des moments d'action. C'est 3h20 quand même le film. Hein. C'est 3h20. Et vous vous rappelez de 2-3 scènes. Il y a beaucoup d'autres scènes entre temps. Bref, franchement, j'ai pas du tout aimé le revoir. Ça m'a carrément encore plus déçu que lorsque j'étais. J'ai revu, je sais pas, il y a 10 ans, mais quand j'étais ado, ça m'a carrément plus déçu parce que j'avais kiffé à l'époque.
Non, 3 c'est dur, et malheureusement je peux pas vraiment le recommander. C'est pas un bon film d'après moi. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Êtes-vous d'accord, pas d'accord? J'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le code épinglé, afin de débloquer toutes les options du streaming en toute accessibilité, sécurité avec beaucoup plus d'œuvres. Abonnez-vous à Cyborgos VPN pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, les vidéos sont disponibles en mode podcast aussi. Et j'ai un compte Instagram, TikTok et Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.